les terriennes. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 3 terriens de choix et un robot. Jean-Mi. Bonsoir les humains. Ça va, Jean-Mi? Ça va. C'est qui qu'on reçoit aujourd'hui? Absatoussi, Philippe Torreton, Nicolas B. Et qui va dire du mal de Hollande cette semaine? Tous les 3. Hein. Oh, un grand chelem. Exactement. Et ce soir avec Jean-Mi, Absatoussi. Absatoussi, bonsoir. Bonsoir. Absatou, ça claque hein, comme prénom, mais en fait au Sénégal, en Wolof, ça veut dire Nathalie, non? Probablement. Probablement. Je peux vous appeler Absa? Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Ça fait un peu médicament, mais j'aime bien Absa. Moi. Pas de problème. Si ça vous soigne. Merci. Vous nous parlerez de votre nouvelle émission sur D8, Projet Fashion. C'est ça. Philippe Torreton. Philippe Torreton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un grand comédien, mais aussi le dernier étendard d'une certaine idée de la justice sociale et de la solidarité nationale. Vous, quand vous parlez de Jaurès, vous ne pensez pas à la station de métro. Hein. C'est vrai. Vous nous parlerez de votre nouveau livre, Cher François, lettre ouverte à toi, président. Et Nicolas B. Bonsoir. Nicolas B, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc aujourd'hui l'un des nouveaux visages du Front National, avec Jean Roucas. Vous êtes secrétaire national du FN et député européen. Voilà, en P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrienne du samedi 20h ce soir, Lolita Sen, qui raconte ses années d'addiction à la cocaïne au rythme de ses nuits parisiennes. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréments de Fortune. Absatoussi, rebonsoir. Alors, vous êtes co-animatrice du Grand 8 sur D8, tous les jours à 10h50, en compagnie de Laurence Ferrari, Roselyne Bachelot, Audrey Pulvar et Elisabeth Bost. Et désormais, vous avez votre propre émission, Projet Fashion, le mardi à 21h50, toujours sur D8. Voilà. Le look, c'est votre truc. Hein. Il paraît que vous peignez les pieds en rouge pour avoir des loups-boutins, même quand vous ne portez pas de chaussures. Ça. Alors, Nicolas, vous êtes d'accord? Face à Absatoussi, on est quand même un peu moins gêné par les problèmes d'immigration, non? Elle est la preuve que tout le monde peut avoir sa chance en France. Voilà. Alors, Absatou, votre histoire est une véritable success story à l'américaine. Votre père est originaire du nord du Sénégal, votre mère du sud de la Mauritanie, et votre père a traversé le fleuve, c'est très beau, pour conquérir votre mère. Une belle histoire, oui. Alors, il est arrivé en France sans papier. Il montait des stands dans les foires. Et vous dites, mon père se plaignait jamais. Il bossait tous les jours et il m'a donné le sens de l'effort. Mon père, c'est le plus grand héros que je connaisse. Ouais. C'est un homme qui ne s'est jamais plaint et qui a toujours été fier de ce qu'il ramenait à la maison, qui nous a transmis les valeurs du travail, voilà, de la fierté, d'être soi. Et c'est... À chaque fois que j'en parle, je suis un peu émue parce que c'est pour moi le plus grand parcours d'entrepreneur qu'on connaisse. Merci, c'est bien. Alors, votre mère faisait des ménages et comme elle ne savait ni lire ni écrire, c'est vous qui vous occupiez des papiers administratifs à la maison. Vous étiez un peu la deuxième maman de la famille, quoi. Ma mère ne savait pas lire et écrire, mais elle savait faire beaucoup d'autres choses. C'était une vraie femme d'affaires déjà aussi. Et comme quoi, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour faire des affaires. Ouais. Voilà, et c'est une femme qui, pareil, était une vraie battante, avait 8 enfants à charge. Et c'était beaucoup, Alors, vous grandissez dans une tour de 18 étages à Chaville, donc 8 enfants. Vous mangez du tieb à la maison. Vous parlez peul, vous? À la maison, on parlait peul, oui. Alors, à l'adolescence, vous êtes extrêmement complexé. Il faut dire qu'à 18 ans, vous mesurez 1m35. Je passais pas les attractions du parc Astérix. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai commencé à aimer les talons et à avoir des cheveux en l'air. Ouais. Et d'un seul coup, vous avez grandi très vite. Très vite, ça. Heureusement. Sinon, c'était pas Projet Fashion, c'était Passepartout en Fort Boyard.
Vous êtes bon. Mais vous savez, je ne vais pas me venger. À l'époque, vous ne partagez pas les mêmes rêves que les filles de votre âge. Vous voulez être businesswoman. Alors, dès que vous avez 12 ans, vous faites des courses pour des personnes âgées dans l'immeuble. Et avec le pognon que vous gagnez, vous aidez vos parents, vous achetez des fournitures scolaires pour vos frères et sœurs. C'est pas mal. Et des gâteaux. Ouais. C'est pas mal aussi. À 24 ans, vous créez Ethnicia. C'est un concept d'espace beauté qui fermera ses portes malheureusement en 2013. Vous dites, ce jour-là, j'ai touché le fond, des nuits à chialer. Et là, en plus, vous ne pouvez pas aller vous faire remaquiller dans vos salons de beauté puisqu'ils étaient fermés. J'adore. Non, effectivement, ça a été très difficile, mais c'est une très belle expérience, c'est constructif. Vous savez, il n'y a qu'en France qu'on condamne l'échec. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, on aime les gens qui ont vécu l'échec. Et si je ne l'avais pas vécu, je pense que je n'aurais pas pu rebondir comme aujourd'hui. Vous avez très bien rebondi, puisque vous avez toujours les produits de beauté Absatoussi, la ligne de vêtements Anticode, et puis D8, évidemment, qui marche très bien, alors que vous auriez pu faire 15 enfants et vivre sur les allocations familiales, vous voyez. Nicolas Bay, est-ce que maintenant vous écrivez des blagues à Thierry pour arrondir vos fins de mois? Ouais, c'est une blague de Nicolas, effectivement. Alors, le Grand 8 sur D8, c'est une émission incroyable, incroyable, dans laquelle Roselyne Bachelot met des talons, enfile des strings, essaye des sextoys, elle danse la zumba, enfin... Vous lui mettez quoi dans son café le matin, sérieux? On lui met rien du tout. Ah, elle est mais comme je ça. suis sûre que c'est un fantasme pour vous de venir nous rejoindre le matin dans le Grand 8. Oui, j'aime bien. Non, mais, sérieusement, vous avez réalisé quand même que Roselyne Bachelot était ministre en charge de la santé des Français, quand même. Et ça n'empêche pas d'être drôle et sympathique. C'est vrai. Alors, l'émission marche bien. Il faut dire qu'elle est très sympa, une très bonne ambiance. On regarde. Mais enfin, les accidents mortels, les filles, c'est quand même les hommes, en majorité, qui en sont responsables. Donc, je crois que la priorité serait pas... C'est pas les femmes qui se maquillent qui causent les accidents mortels. Mais ça diminue pas l'un par rapport à l'autre. Le fait est qu'il a choisi les femmes. Oui, mais là, pour l'instant, je vois pas une autre pub avec un homme dessus. C'est-à-dire que parce qu'il y a des hommes qui causent des accidents, il ne faudrait pas s'orienter vers une autre cause qui provoque aussi des accidents. Parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants, etc. Il faudrait se maquiller au volant au détriment de la vie des gens. Non, mais franchement... Donc je te réponds juste. Attends, en tout cas, les accidents mortels, les tétraplégiques, les gens qui restent comme ça invalides, ça aussi, ça compte. Mais si tu es content, mais si tu es ravi qu'on dise que les accidents de voiture sont dus aux femmes qui se maquillent, bravo. Mais oui, allez, on peut pas justifier de se maquiller au détriment de la vie des autres. Et dessous, nous pourrions mettre femme au volant, mort au tournant. Mais non, mais vous voyez toujours le côté sexiste. Yalla, c'est parti dans le Grand 8. Merci les filles. Voilà. C'est la seule émission de télévision réalisée dans un salon de coiffure. Bon, en tous les cas, l'émission a fini par trouver son public. Il était caché derrière Roselyne Bachelot. Oh non. Si. Et D8 a décidé de vous confier une nouvelle émission. Ça s'appelle Projet Fashion. Alors quoi, c'est un Masterchef de la couture. Il y a 9 candidats, créateurs de mode, un défi par semaine, 30 000 € à gagner. Et 6 mois d'accompagnement par la Fédération française du prêt-à-porter, Ça, c'est important bien. quand on démarre. Une émission de mode sur D8? Vous êtes une Christina Cordula low cost? Voilà. Low cost, je sais pas, mais en tous les cas, elle n'a pas le droit de dire « Ma chérie !» Ça, c'est interdit, parce que sinon M6 vous attaque. Alors, il y a le jury, alors voilà. Alors là, vous allez m'expliquer. La première fois que j'ai vu cette photo, j'ai cru que les membres du jury portaient des vêtements cousus par les premiers candidats éliminés, en fait. Le jogging bleu d'Alexandra Sénès, je dois dire, mais d'où ça sort? Mais parce qu'elle n'a pas le même goût que vous pour la mode. Ah. Mais c'est ça la mode. Ah. C'est ça, vous comprenez ou pas? Je dois être un gros ringard, alors. On va voir à quoi ça ressemble. Bonjour et bienvenue sur D8 pour Projet Fashion, l'émission qui va vous faire aimer et découvrir le monde de la mode et ses métiers. Durant 6 semaines, les candidats devront relever des défis aussi difficiles qu'inattendus. Vous allez emporter ce que vous avez sur vous, vous enfilez des chaussures et je vous retrouve en bas de l'hôtel. Rien d'autre que ce que vous portez. Comment créer une tenue de jour avec un drap et ce que l'on porte la nuit? Comment créer une robe cocktail avec 150 € d'achat dans une grande surface de bricolage? Avec à chaque fois une contrainte de temps, de modèle et de matière. Tout ce que je désire.
Voilà, ça s'appelle Projet Fashion, c'est sur D8 et c'est l'émission d'Absatoussi. Bravo, ça se passe bien? Ça se passe plutôt bien. Alors, les réactions sont bonnes, hein, sauf Cyril Hanouna, qui a déclaré à propos de Projet Fashion « Je me suis rarement fait autant chier devant une télé ». Alors, peut-être qu'il avait oublié de l'allumer. Peut-être, peut-être. Antisocial, perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Philippe Torreton, rebonsoir. Alors après 2 beaux succès l'an dernier sur scène avec Cyrano de Bergerac et en librairie avec Mémé, on retrouve l'artiste engagé avec un livre intitulé « Cher François, lettre ouverte à toi, président », publié chez Flammarion. Le livre, c'est le livre d'un homme de gauche qui est déçu par la gauche. Oui. Vous êtes né le 13 octobre 1965 à Rouen, père pompiste, mère institutrice et militante syndicale. Vous grandissez dans une cité populaire au Grand Quevilly, rue Neil Armstrong. Et puis il y a votre grand-mère, dont vous parlez dans votre bouquin, fabuleuse. Elle ne traversait pas un herbage sans regarder s'il y avait du pissenlit à cueillir, des orties à arracher. Mais c'est vraiment ça, c'est une des dernières personnes qui essayait de voir dans la nature s'il y avait quelque chose à ramasser ou quelque chose à enlever pour entretenir un chemin, pour entretenir un truc. Et jusqu'au bout de sa vie, elle a planté des arbres qu'elle ne verrait jamais grandir, elle le savait, mais elle plantait des pommiers. Alors, comme vous êtes très timide, en fait, votre mère vous inscrit à un stage de théâtre chez Monsieur Désir. Hein, et ensuite, vous rejoignez une troupe amateur qui s'appelle l'Astragale. Là, vous vous sentez pousser des ailes, vous sortez de votre enfermement, disons, et vous réussissez du premier coup le concours d'entrée au Conservatoire de Paris, et c'est ensuite la Comédie Française. Alors, vous jouez tous les grands rôles du répertoire. Ensuite, il y a un problème, parce que vous, comme vous faites Capitaine Conan avec Tavernier, ça commence à créer des problèmes avec la Comédie Française, vous partez en claquant la porte. Alors, ce qu'on peut dire quand même, Philippe Torreton, c'est que vous avez échappé à votre déterminisme social, mais vous n'avez pas renié votre classe sociale. Absolument pas, non. Non, non. Et ça, je le dois à mes parents, je le dois à ma mémé, mais je le dois aussi à toute cette famille de gens qui ont travaillé jeunes pour des salaires pas très élevés. Voilà, c'est dur. Les plans sociaux, les conversations du dimanche qui tournaient autour de ça. Est-ce que l'usine va fermer ou pas? Ça vous fait quoi de voir que votre classe sociale d'origine, elle vote FN aujourd'hui? Ça me fait un peu mal. T'as bien raison de poser la question, ça me fait un peu mal. Il est pas con, ce robot. Il est pas con du tout. Je sais pas qui est derrière, mais... Personne. C'est ça qui est génial. Et donc, oui, ça fait mal. Enfin, il y a un signe de colère, de désarroi, et qui va vers ce vote-là. Et bon, bah, voilà, c'est à nous de... Je dirais non pas de combattre le Front National. Le Front National ne se combat pas. Comme je le dis en exergue de mon bouquin, en citant Éric Cantona, je ne me bats pas contre une équipe en particulier, je me bats contre l'idée de perdre. On va en parler, vous vous en doutez bien, avec Nicolas B, ici présent. Alors, c'est pas facile d'être un acteur de gauche, parce que ça vous oblige à bien payer vos impôts, évidemment, à déclarer votre femme de ménage, à rouler en Peugeot ou en Renault, et à éviter les vacances aux Seychelles, quand même. Non, pas du tout. Non, ça oblige pas du tout à tout ça. Simplement, ben voilà, ça me pousse à écrire, ça me pousse à dire des choses. Donc, il n'y a pas de... Je me conforme pas à quelque chose. Alors, vous êtes de gauche, mais malgré votre talent de comédien, qui est très grand, vous n'arrivez pas à jouer le mec content d'avoir voté Hollande. Hein. C'est dur à jouer, ça. Parce que je l'ai fait au second tour, comme pas mal de gens à gauche, parce qu'on ne voulait plus de Nicolas Sarkozy. Alors, c'est vrai que sous Hollande, il vaut mieux être homosexuel que de gauche, en fait. Parce qu'ils ont eu le mariage pour tous. Ouais, mais c'était pas une belle victoire, alors que c'est une belle avancée. En fait, cette histoire de mariage pour tous, si on peut dire, c'est un peu le cache-sexe d'une politique économique de droite. Donc on est obligé de faire des mesures de gauche au niveau sociétal, vous le savez bien. Moi, je pense un peu ça aussi, ouais. Alors, vous avez fait un livre qui est publié chez Flammarion qui s'appelle « Cher François, lettre ouverte à toi, président ». Alors vous tutoyez Hollande, c'est un peu la dernière chose de gauche qui lui reste, en fait. C'est un peu pour ça que je le fais. Oui, ouais, et c'est la première fois qu'on fait la remarque dans ce sens-là. Ouais. C'est vrai. Alors, il y a 69 lettres. C'est un clin d'œil Hollande-Casanova, non? Je me suis fait la réflexion qu'il n'y a pas longtemps. Pourquoi je me suis arrêté à 69? Ouais. C'est un beau chiffre. Ouais.
Jean-Mi, oui, qu'est-ce qui se passe, mon petit Jean-Mi? T'aurait-on écrit des lettres à Hollande? Il espère une réponse? Ou c'est comme écrire au Père Noël? Je ne sais pas s'il y aura une réponse. À mon avis, ça dépendra du succès du livre. Écoutez, le livre est pas mal du tout. J'ai relevé un certain nombre de phrases. Ah, vous dites, celui qui voulait réenchanter le rêve l'a désenchanté et a trahi la gauche, quand même. C'est pas rien. La position assez libérale de cette gauche socialiste-là ne m'étonne pas. Je ne l'ai pas découverte en 2012. Mais il y a eu le discours du Bourget. C'est ça qui est embêtant. Ça vous reste en travers de la gorge. Bah oui, parce que ça crée de l'espoir, ce genre de phrase. Oui, de même qu'inverser la courbe du chômage avant fin 2013, ça finit par créer de l'espoir. C'est que même les plus sceptiques se disent, mais et s'il avait raison? Et s'il avait des chiffres qu'on n'a pas? Et s'il avait des études sur son bureau? Non. Et finalement, non. Vous dites, tu as tenté un truc hyper osé, faire du réalisme de droite une nouvelle pensée de gauche. C'est vrai? C'est vrai. Ça veut dire quoi? Que le réalisme est forcément de droite? On nous fait croire qu'il l'est. Un certain réalisme à court terme, oui, quand on se base sur les chiffres, quand on compare par exemple la situation d'une famille à l'endettement de la France, quand on dit si la France était une famille, il y aurait les huissiers à la porte, etc. Ça, c'est infantilisant. Vous dites qu'en fait, vous préféreriez que les gens soient révoltés plutôt qu'indignés. Votre révolte, vous la voyez dans les urnes ou dans la rue? Les deux, mon les deux en général. Vraiment, les deux. Il faut tout faire pour qu'elle ne soit pas dans la rue, parce qu'après, c'est quelque chose qui peut échapper, qui peut être incontrôlable. Mais si ça doit passer par la rue, ça passera par la rue. Vous dites à Hollande quelque chose de terrible. Ça fait combien de temps que tu n'as pas serré le poing? Si je dis ça, c'est que quand on voit l'état de notre société, quand on voit qu'on a 10 millions de pauvres à peu près, qu'on a 3,5 millions de personnes qui subissent le mal logement, qu'il y a quand même 3 millions de personnes qui ont un problème d'eau, d'approvisionnement en eau en France. Ça file la rage, normalement. Et la rage fait serrer le poing. Et quand il dit qu'il est le président des pauvres, j'ai envie de dire, prouve-le. Vas-y, prouve-le. Entre nous, à part séduire Julie Gaillet et reprendre 10 kilos, qu'est-ce qu'il a fait Hollande? Non, il a fait des choses, mais c'est timide, ça manque d'idéal, tout ça. Et je crois qu'on le paye. Ce que vous voulez dire, en gros, c'est qu'il n'y a pas de couilles. Je dirais pas ça, mais ça manque de couilles. C'est pour ça que je dis serrer le poing. C'est un peu ça. On peut dire ça. Alors, évidemment, vous énervez beaucoup de monde. Quand vous avez publié votre lettre à Depardieu dans Libération, vous avez eu un tas de reproches, Deneuve, Lucchini, Arthur, Gad Elmaleh. De toute façon, en ce qui concerne Gad Elmaleh, vous avez laissé HSBC Genève répondre. Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez simplement ajouté, quand on grimpe au cocotier, vaut mieux avoir le cul propre. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que leur argumentation était quand même très bizarre. C'est-à-dire que quand on est un grand acteur, on a le droit de ne pas payer d'impôts, en gros. Peut-être que c'est ça, c'est en tout cas, mêle-toi de tes affaires. Tu n'es pas dans cette classe-là de notoriété, donc... Et ça, c'est très maurassien. C'est-à-dire que les fils de diplomates doivent être diplomates, les fils d'ouvriers sont ouvriers. Vous avez découvert un truc que moi, je connais par cœur, parce que j'en souffre depuis des années, c'est le racisme social. C'est-à-dire qu'en France, il y a des classes sociales. Et quand on vous dit le contraire, c'est pas vrai. Mais bien sûr. Il y a des classes sociales. La mixité sociale, les mariages mixtes socialement sont très rares. Il faut le savoir, c'est un pays où, un peu comme l'Inde, où il y a des castes, voilà. Vous êtes dans la caste un peu inférieure, vous voyez? Mais c'est vrai. Alors voilà, en même temps, on vous a dit, vous pourrez ouvrir votre gueule quand vous aurez la filmographie de Depardieu. Alors ça veut dire qu'il faut que vous fassiez disco, turf et Astérix aux Jeux Olympiques. Donc, à vous de voir, mon cher ami. Je suis dans la merde et je vous emmerde. Nicolas Bay, rebonsoir. Vous êtes né le 21 décembre 1977 à Saint-Germain-en-Laye et vous grandirez à Maisons-Laffitte. À 14 ans, vous prenez votre carte du Front National. À cet âge-là, c'est plutôt les boutons, les ennemis, c'est pas les Arabes, si. Et l'amour de la France, surtout. Voilà, très jeune, je me suis intéressé à la politique et puis dans la foulée, je me suis engagé. Alors, catholique militant, vous fondez avec Guillaume Pelletier Jeunesse Action Chrétienté, qui se distinguera dans les cortèges anti-Pax. Puis c'est contre le Pax. Disons qu'on voyait dans le Pax à l'époque une première étape vers le mariage homosexuel. Aujourd'hui, ce que nous défendons d'ailleurs, c'est
que les personnes homosexuelles aient les mêmes droits fiscaux ou patrimoniaux que les personnes mariées, mais que le mariage reste réservé aux couples hétérosexuels. L'objectif du mariage, c'est de fonder un foyer stable, une famille. Nicolas, avec le nombre d'homosexuels qu'il y a au Front National... Ah bah, vous avez fait une mauvaise pioche. Hein. Moi, je suis marié avec 3 enfants. Mais de ce côté-là, je crois que le Front National s'est bien rattrapé. Hein. C'est étonnant. C'est quoi? Bon, je crois que le Front National, il rassemble des Français de tous horizons, de toutes origines, et surtout, il ne les met pas dans les petites cases. Pour nous, la seule communauté qui compte, c'est la communauté nationale. Voilà. Ensuite, alors que Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret se déchirent, vous rejoignez le MNR de Bruno Maigret. Bruno Maigret représentait, même si ça n'a pas marché après, une stratégie pour accéder aux responsabilités, dédiabolisation, modernisation, désenclavement. C'est ce qu'a fait avec succès Marine Le Pen. Ah oui, d'accord. Alors vous devenez secrétaire général du MNR, vous vous présentez aux législatives de 2002. Là, ça va être un peu dur pour vous, mais bon, avec comme suppléant un dénommé René Schleiter, qui est le beau-frère de Forisson. Est-ce qu'il est aussi négationniste que son beau-frère? Je sais pas, j'en ai jamais parlé avec lui, mais pour moi, il était simplement... Vous prenez un mec comme suppléant, mais vous n'en parlez pas avec lui? Écoutez, non, il était le responsable du MNR dans la commune voisine. C'est pour ça qu'il était mon suppléant, c'est tout. Ouais. Vous n'avez jamais parlé des chambres à gaz avec lui. Alors, vous dites que c'est une erreur de jeunesse? Oui, enfin, en tout cas, ça correspond... Ces idées-là ne correspondent pas du tout que... à mes idées et aux valeurs auxquelles je tiens. Ouais. Quand c'est Jean-Marie Le Pen qui est négationniste, on dit que c'est une erreur de vieillesse ou c'est une erreur de jeunesse? Enfin, non? Non, parce que Jean-Marie Le Pen n'a pas tenu des propos négationnistes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, avec ce qu'il a dit sur le sujet, mais je ne crois pas qu'il soit négationniste. Enfin, posez-lui la question. Mais... Alors, quand vous êtes au MNR, donc chez Bruno Maigret, voilà, je ne vais pas vous faire la litanie, mais c'est vrai que vous avez eu des propos sur Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est le vide doctrinal sidéral. En dehors d'être la fille de son père, les qualités politiques du personnage sont limitées. Marine Le Pen lit le programme qu'on lui a préparé. C'est le Tanguy du FN. Elle habite le château de Saint-Cloud qui est payé par le FN. Son mari est payé par son beau-père. C'était une époque de division de notre famille politique. Voilà, oui, on était en concurrence électorale. Vous y allez quand vous cassez, vous. Oui, voilà, ça faisait partie du jeu politique. C'est des propos que je regrette. Voilà, c'est à mettre sur compte des erreurs de jeunesse. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Ceci étant, Marine Le Pen avait répondu. Nicolas B, ah oui, celui qui a fait 1% aux législatives, oui. Voilà. Hein? Enfin, alors, tout ça, c'était il y a 12 ans maintenant. Oui, je sais. En 2007, vous revenez au Front National. Jean-Marie Le Pen est prêt à passer l'éponge. Mais Marine Le Pen et Louis Alliot, ça a été un peu plus dur de les convaincre. Hein. Parce qu'on ne se connaissait pas. Et puis après, très vite, on s'est mis à travailler ensemble dans de très bonnes conditions. Et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ah non, mais vous avez su vous faire pardonner, vous rendre indispensable. Hein. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général du parti, l'homme qui monte au Front National. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui émergent aujourd'hui. Il y a beaucoup de cadres localement, au niveau national. Aujourd'hui, le Front National a changé de dimension. Depuis les européennes, il est le premier parti de France dans les urnes, et ça se traduit évidemment par l'émergence de nouvelles générations, de beaucoup de figures nouvelles. Je crois que le Front National, il est représentatif aujourd'hui plus que jamais de la France. Vous êtes un gars de la marine, en fait. Oui, on peut dire. Voilà les gars de la marine, quand on est dans le coup de bleu, on n'a jamais froid aux yeux. Alors on passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko, et c'est le politologue Thomas Guénolé que nous accueillerons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question 2017, le FN a-t-il déjà gagné la présidentielle? Encore un édito sur Marine Le Pen? Je me réjouis, moi. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Les ventes du Nouvel Obs ont grimpé de 30% quand il a fait sa une sur le Front National, premier parti de France. Alors pas étonnant que les autres médias fassent pareil. Marianne annonce que Marine Le Pen est en tête. L'Express se demande si Marine Le Pen ne sera pas élue en 2017. Du coup, c'est l'angoisse. Et si Marine Le Pen avait déjà gagné 2017? Les médias ne sont pas les seuls à jouer à se faire peur. Même le Premier ministre de la France est persuadé que Marine Le Pen peut gagner en 2017. J'ai peur pour mon pays. J'ai peur qu'il se fracasse face contre le Front National. Pauvre Manuel, on comprend qu'il s'inquiète. Depuis l'an dernier, le FN enchaîne les succès électoraux. En mars, 6
Gilles Riouat est élu au premier tour à la mairie d'Hénin-Beaumont. En mai, le FN devient premier parti de France avec 25% des voix aux européennes. En septembre, 2 représentants du FN sont élus au Sénat pour la première fois. Et c'est pas tout. Peut-être qu'après les élections de 2015, le FN dirigera des départements ou des régions. Le Front National est si puissant, somme toute. Alors bien sûr, il y a encore un rejet de Marine Le Pen. 65% des Français jugent le FN incapable de diriger le pays. Mais pour Sarkozy, c'est pas mieux. 77% des Français ne souhaitent pas qu'il soit candidat à l'Élysée. Pareil pour François Hollande. 77% des Français ne veulent pas qu'il se représente. Pendant ce temps-là, les idées du FN progressent. Aujourd'hui, près de 70% des Français pensent qu'il y a trop d'émigrés en France, ce qui fait 20% de plus qu'il y a 5 ans. La moitié des Français sont pour la peine de mort, et là aussi, c'est 20% de plus qu'il y a 5 ans. La seule chose qui inquiète vraiment les Français chez Marine Le Pen, c'est son projet de sortir de l'Union européenne et d'abandonner l'euro. Si Marine Le Pen veut accéder au pouvoir, elle devrait prendre exemple sur les Grecs de Syriza. En effet, Alexis Tsipras a été élu parce qu'il a rassuré les électeurs en promettant de ne pas sortir de l'euro. Si Marine Le Pen faisait pareil, la crainte que son élection conduise à une apocalypse économique diminuerait. Aucune proposition sérieuse. Alors bien sûr, en acceptant les règles de l'Union, Marine Le Pen deviendrait une candidate comme les autres. Mais en renonçant à son programme économique aventureux, quel argument resterait-il à ses adversaires pour convaincre les Français de ne pas voter pour elle en 2017 ? Jusqu'au bout, je mènerai campagne pour vous stigmatiser et pour vous dire que vous n'êtes ni la République ni la France. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Thomas Guénolé, bonsoir. Vous êtes politologue, docteur en sciences politiques et vous avez notamment publié il y a un an Petit guide du mensonge en politique chez First. Excellent bouquin. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, 2017, le FN a-t-il déjà gagné la présidentielle? Alors, on commence avec la bataille des idées. Le FN est à 30%, mais 69% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrants en France. 50% des Français sont favorables à la peine de mort. 66% des Français pensent que la justice n'est pas assez sévère avec les petits délinquants. 73% pensent qu'on ne défend pas assez les valeurs traditionnelles. Donc, finalement, le FN est à 30%, mais quand on regarde les chiffres, les Français, c'est le double, en fait. Non, parce que d'abord, il y a des idées que vous avez citées. Il n'y a pas que le FN qui les défend. L'idée qu'il y a trop d'immigrés en France, c'est aussi défendu par l'UMP aujourd'hui. Nicolas Sarkozy a fait campagne sur la sortie potentielle de l'espace Schengen. On ne peut pas être plus clair. Mais le FN a-t-il gagné la bataille des idées? Je pense qu'il y a un certain nombre de thèmes qui maintenant sont considérés comme normaux dans le débat public, notamment le fait de débattre sur la présence de trop d'immigrés ou le questionnement sur la présence de l'islam, ce genre de choses, c'est devenu normalisé. En revanche, je ne pense pas que le Front National soit normalisé pour autant, parce qu'il y a une contradiction insoutenable. Soit c'est le parti anti-système, soit c'est un parti normal, mais ça ne peut pas être les deux. C'est précisément parce qu'il est anti-système qu'il arrive à récolter un certain nombre de voix. Est-ce que le FN a gagné la bataille des idées? Philippe Torreton. Non, je crois pas. Le FN se sert d'un désarroi, de vrais constats d'échec dans notre société, d'une douleur d'un peuple à qui on demande des efforts, qui voit bien cette inégalité et qui profite aussi de cette imbécilité ambiante qui est d'attaquer bille en tête avec des expressions toutes faites, le Front National. Moi, je crois qu'on ne fait jamais campagne contre quelqu'un, on fait campagne pour des idées et on a abandonné le terrain des idées. On doit faire confiance en une politique, etc. Et parce que ça me rappelle, c'est un film de science-fiction dont j'ai oublié le titre d'ailleurs. Il y avait une créature venue de l'espace et plus on lui tirait dessus, plus elle grossissait. Elle profitait et finalement on lui envoie l'arme nucléaire et puis elle devient énorme. Et elle bouffe tout le monde. Et ben je crois que c'est ça aussi le Front National. C'est que plus on lui tire dessus, plus ils peuvent se dire... Valls, il a tort. Mais totalement. Ah mais d'accord, on est d'accord. Il a tort de stigmatiser toute la journée le Front National. Mais bien sûr, avec ses expressions à l'emporte-pièce complètement, y compris même sur l'apartheid social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Ok. Absatou, est-ce que le FN a gagné la bataille des idées? Je ne pense pas qu'ils aient gagné la bataille des idées. On parle souvent de vote de rejet, de vote d'adhésion. Je ne suis pas sûre que les gens ils adhèrent. C'est juste qu'aujourd'hui, il y en a qui considèrent que c'est la seule solution qui leur reste. Et puis le pire, c'est quoi? C'est que le Front National bénéficie aujourd'hui d'attachés presse bénévoles qui sont nos politiques qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait, qui nous proposent des choses, mais il n'y a pas d'action, sont incapables de réformer. Et à un moment, quand on se retrouve dans cette situation, les gens, ils ont envie de gueuler. Et pour gueuler aujourd'hui, ils votent Front National. Mais ça ne va pas durer.
J'espère pas, en tout cas. Vote de rejet, vote d'adhésion. Moi, je crois que les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure montrent qu'il y a un vote d'adhésion sur le Front National, que nous avons gagné une bataille des idées, une bataille culturelle. Et j'irai même plus loin. J'écoutais Philippe Torreton tout à l'heure qui nous disait « Moi, j'ai voté Hollande uniquement par rejet de Sarkozy ». Et je crois que ça traduit profondément la réalité des votes UMP et PS. Et je crois en revanche qu'aujourd'hui, le Front National, parce qu'il porte un projet différent, ça vote d'alternative politique. Alors on passe au point 2. Le FN est capable d'être premier au premier tour, on en est à peu près persuadé aujourd'hui. Le problème, c'est le deuxième tour, parce que le premier tour, c'est une primaire, en fait, UMP-PS, pour savoir qui s'opposera à Marine Le Pen au deuxième tour. Alors après, au deuxième tour, il y a 3 solutions. Soit c'est Sarkozy, soit c'est Juppé, soit c'est Hollande. Voilà. Qui est capable de battre Marine Le Pen au deuxième tour? N'importe lequel. N'importe lequel, en Vous réalité. pensez que n'importe qui peut battre Marine Le Pen? Une chèvre attachée à un piquet, avec étiquette « Je ne suis pas FN », battrait Marine Le Pen au second tour. Donc vous êtes pas acquis, en fait. Non, mais c'est pas que c'est pas acquis, c'est que ça n'arrivera pas, à mon avis. En fait, au premier tour, il y a plusieurs strates de vote qui votent FN. Et alors, par rapport à la question vote d'adhésion, vote sanction, etc., il y a plusieurs strates. Il y a un vote, pardon, hein, mais historiquement, il y a un vote de conviction raciste, antisémite, etc. Laissez-moi terminer mon raisonnement, je ne vous ai pas interrompu. C'est absolument faux. Mais tous les électeurs FN ne sont pas dans ce cas-là, il faut le dire à un moment donné. Il y a une deuxième couche. Ça, ce sont des électeurs qui ont plus des idées, on va dire, radicalement de droite sur les valeurs et les sujets de société, qui trouvent que le RPR, enfin maintenant l'UMP, ils sont trop mollassons, et qui donc sont passés au FN. C'est une deuxième strate, c'est pas la même que la première. Il y a une troisième strate, eux, ils sont non alignés partisans, ils en ont rien à cirer, et ils votent anti-système, ils mettent un bulletin dans l'urne, bulletin FN, pour faire sauter la banque. Et il y a une quatrième couche qui est en train d'apparaître, qui est très fine, mais c'est ça tout l'objectif de la stratégie Philippot, à mon avis, c'est arriver à obtenir que des électeurs de gauche, classe populaire, commencent à voter FN, parce que sinon, ils ne peuvent pas dépasser le plein qu'ils ont déjà fait. Au second tour, de 2 choses l'une. Au second tour, soit Marine Le Pen est contre un candidat de droite, et dans ce cas-là, la quasi-intégralité de la gauche fait front commun en allant voter à droite. Même si c'est Sarkozy, les gens de gauche vont voter pour Sarkozy. Mais au Sarkozy, second tour, c'est pas Chirac en 2002. Hein. Si jamais ça se produit, je donne rendez-vous à tous ceux qui font les malins en disant « Mais attendez, Sarkozy contre Le Pen, je ne voterai pas Sarkozy ». C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et moi, je vous dis que la quasi-intégralité des électeurs de gauche, en se bouchant le nez, tout ce que vous voulez, ils voteront quand même pour Sarkozy contre Le Pen. J'en entends qui nie, on les reverra. Très bien. Et dans l'autre sens, il y a la moitié des électeurs de droite et la totalité des électeurs centristes qui ne veulent pas du FN et qui donc voteraient pour le candidat de gauche. Donc c'est plié. Donc elle n'est pas présidente. Non. Moi, je pense qu'on peut gagner au deuxième tour. On l'a déjà montré dans différentes élections au scrutin majoritaire. Si on passe la barre des 30% à peu près au premier tour, on peut gagner au deuxième tour. Je pense que les Français, aujourd'hui, progressivement, sont en train de se faire à l'idée, et certains avec enthousiasme, que le Front National gagne en 2017. La force du Front National aujourd'hui, c'est de rassembler des Français venant d'horizons assez divers, sociologiquement, politiquement, des gens de droite, des gens de gauche, et qui, aujourd'hui, sont d'accord sur un point, c'est la nation. C'est-à-dire l'idée que la nation n'est pas un concept dépassé, obsolète, que ça reste le meilleur moyen de protéger notre économie, que ça reste le meilleur moyen de protéger notre identité, notre sécurité, nos libertés fondamentales. Et vous avez de l'autre côté une classe politique, UMP, PS et leurs alliés, qui défendent une autre vision, mais qu'ils devraient l'assumer. Les Verts ou l'UDI assument. C'est la logique mondialiste ultralibérale, l'Europe n'étant en fait qu'une espèce de phase intermédiaire dans cette logique mondialiste ultralibérale. On va en parler alors justement. Aujourd'hui, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que sur le plan sociétal, les idées du FN, en tous les cas, ont bien pénétré la société française. Le problème reste le programme économique du FN, qui est absolument incroyable. Et je pense que si Marine Le Pen veut avoir une chance d'accéder au pouvoir, il faudra qu'elle mette de l'eau dans son vin sur le plan économique. Parce qu'on est parti d'un Jean-Marie Le Pen qui était libéral. Thatcherien, Reaganien, etc. Le programme avait été écrit par Gérard Longuet, donc c'est assez normal. Et aujourd'hui, le Front National de Marine Le Pen est carrément socialiste. Il y a d'abord cette idée de sortir de l'euro. Bon, on revient au franc, etc. Mais le FN aujourd'hui pense, enfin c'est l'idéologie officielle du FN, la concurrence libre promeut la loi de la jungle. Donc ce que nous propose le FN, c'est une planification avec des plans quinquennaux, avec des banques, avec des banques partiellement nationalisées, des services publics repris intégralement à la charge de l'État. Ça coûtera moins cher. Les 50 plus grandes entreprises françaises
non nationalisés devront affecter 15% de leurs bénéfices en réserve de réindustrialisation. L'impôt sur les sociétés va passer à 50%. Augmentation des salaires de 200 €. La retraite à 60 ans. D'abord, le Front National, dans les années 80, avait une approche, c'est vrai, plus libérale, au sens des libertés économiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore des frontières. On était avant Maastricht, avant Schengen, etc. Bon, aujourd'hui, le problème est le suivant, nous n'avons plus de protection. En mettant en place des quotas, des droits de douane ou des contingentements, ça évite le dumping social, le dumping environnemental. Le Front National, aujourd'hui, défend à la fois, et ça n'est pas du tout contradictoire, les libertés économiques, la liberté d'entreprendre, l'allègement des charges sur les petites boîtes, le soutien à l'économie réelle, en évitant de multiplier les contraintes administratives. Et dans le même temps, c'est vrai, un État qui intervient dans le domaine économique quand c'est utile, un État stratège qui peut faire des investissements, qui peut éventuellement même nationaliser s'il y a une filière qui est en difficulté, et surtout qui reprend la main sur la grande finance, parce que c'est ça l'enjeu. Philippe Torreton, est-ce que cet endroit-là, c'est-à-dire cette proposition d'une économie dirigée par l'État, extrêmement colbertiste, est-ce que ça ne rejoint pas l'extrême gauche finalement? Il y a des choses qui pourraient faire penser que ça rejoint. Mais je n'y crois pas dans ce sens-là. D'abord parce que ça repose, à mon avis, sur un énorme mensonge originel par rapport à l'immigration, comme d'un poids, comme d'un boulet qu'aurait la France. Et l'immigration est une richesse. Quand j'étais petit, mes copains étaient portugais. Et certaines personnes, peut-être des gens comme vous, les appelaient les portos. Ouais. C'était mes potes. Les Italiens, c'est les macaronis. Les macaronis, il y a eu les Polacs. On ne peut pas dire que c'est ceux qui aient posé des problèmes d'assimilation. Donc, attendez, moi, mes ancêtres maternels, comme ceux de Philippot d'ailleurs, sont polonais. Et figurez-vous qu'à la sortie des mines, ça se fracassait la gueule à coups de barres de fer avec les immigrés polonais. Pourquoi? Parce qu'ils volaient, ils volaient le travail des vrais Français. Mais bien sûr. Et deux, ils posaient un problème d'intégration culturelle parce que vous comprenez, leur religion posait problème. La France est un pays laïque. Alors je me dis, comme à chaque vague migratoire, c'est la même histoire, est-ce que dans ce pays on a un problème d'immigration ou est-ce qu'on a un problème de racisme? J'ajouterais, en fait, il y a deux discours qu'il ne faut pas confondre parce qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes strates de l'électorat FN. Il y a le discours raciste sur les Arabes, mais on va dire les musulmans parce que comme ça on peut dire que c'est un problème de religion et non pas un problème des Arabes. Bon, personne n'est dupe. Et puis après, il y a le discours sur l'immigration économique. Et là, ce n'est pas du tout la même histoire, parce que l'idée que l'immigration économique pique le boulot des Français, il y a même des électeurs de gauche et des électeurs couche populaire à gauche qui sont d'accord avec ça. Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que la gauche n'arrivera jamais à se réconcilier avec l'électorat ouvrier tant qu'elle ne défendra pas elle-même le fait que les Français soient prioritaires dans l'accès à l'emploi. Je vais être parfaitement clair là-dessus. Tant que la gauche n'enlèvera pas les œillères sur la nécessité d'introduire des quotas socio-économiques d'immigration, le Front National pourra continuer à utiliser l'argument de l'immigration économique, et ça, c'est un aspirateur à vote gauche, il faut qu'il fasse attention. Il y a une question quand même, pour finir. Pourquoi la Grèce a Syriza, l'Espagne a Podemos, et nous, on a le Front National? Ah, je suis content que vous me posiez cette question, parce que moi, ma conviction, c'est que les pays où c'est l'extrême gauche qui raflent le vote anti-système, c'est parce qu'ils ont une expérience historique beaucoup plus récente des dictatures d'extrême droite. C'est vrai, les colonels et Franco. Mais bien sûr. Et exactement. Ils ne risquent pas de revoter pour eux. Voilà. Bonne et réponse. Alors, moi, à mon avis, c'est ça. Bonne réponse. Voilà, merci. Thomas, merci d'avoir été avec nous. Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Nous accueillons notre terrienne du samedi 20h ce soir. Lolita Sen, bonsoir. Bonsoir. Alors, Lolita, vous n'étiez encore qu'une jeune fille sage lorsque vous avez sniffé votre premier rail de cocaïne avec des copines. Peu de temps après, vous montez à Paris, vous travaillez dans la pub, puis dans l'événementiel. La coke va alors prendre une place centrale dans votre métier, dans vos relations, dans vos amours. La coke va prendre le contrôle de votre vie pendant 5 ans. Cette histoire, vous la racontez dans un livre intitulé « C'est la face noire de la blanche », publié chez Robert Laffont, et à 20h, dans Salut les terriens. Et maintenant, Gaspard Proust. Moi, je sors de chez mon psy, là, il m'a dit que pour avancer, il faut passer par une phase de colère. Alors, il m'a dit, trouvez un motif de colère en vous. Il m'a dit. Alors, moi, je viens de percuter. Ça fait 1 an que je cherche. J'ai un truc qui m'a rendu furieux cet hiver, c'est l'épisode neigeux. Tu sais, l'épisode neigeux, c'est ce truc qui arrive à chaque fois un samedi pendant les vacances scolaires. C'est vrai. Tu sais, et une fois de plus, les gens kikouinent,
les naufragés de la route. Ah, mais on savait pas, on a froid, mais où aller, tout s'est bloqué. Eh ben ouais. La neige, ça mouille, connard, c'est dingue, hein. Et en plus, et en plus, oui, ça colle à la chaussée. Bah putain. Et si t'as des pneus d'été, et si tu restes planté là comme un con en disant, bah comment on fait pour mettre les chaînes sur le volant? Bah c'est que tu mérites. Tu mérites d'être coincé là, au bord de la route, par moins 15, avec ton bonnet de gland sur le cornet. Et bobonne, ouais, parfaitement. Et bobonne qui berce le moufeté derrière en disant on est des naufragés. Mais mon regret, c'est que pour un naufragé, c'est que t'es pas encore coulé, mon pote. Mais ouais, naufragé de la route, mais je t'en donnerai, moi. Genre, c'était pas prévu. Ça fait 3 jours que tous les proctologues des cumulus hexagonaux nous saturent les ondes en disant « Ouais, attention, on va avoir un épisode neigeux qui approche. » Et toi, parce que t'es le roi du pétrole, que t'as payé le samedi, parce qu'il faut que tu sois samedi en station, hein, eh ben t'y vas quand même. Eh ben profite, connard. Rien que te voir chaîner à l'envers, ça me donne envie de pirater les ondes de l'armée française et détourner les rafales qui filent contre Daesh en direction de la vallée de la Tarentaise, tu vois. Et cette petite rengaine, hein, mais les pouvoirs publics, hein, ils n'ont pas fait leur travail parce que le préfet, nous, on savait pas. Ben voyons, et les pouvoirs publics, faudrait pas aussi qu'ils t'envoient quelqu'un à domicile pour torcher le cul quand t'as une tendinite du poignet, hein? Ouais, faut juste trouver le truc qui fait chier. Le reste, ça va. Et maintenant, en fait, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'occuper des gens qui souffrent. Comme Bayrou. Ah bah, il souffre. Hein. Ah, nous aussi, quand on l'écoute, on souffre. Hein. C'est vrai que... Parce que ce matin, en rasant, je me suis dit, tiens, je parle jamais de Bayrou. Et l'autre jour, je me disais, ce qui est fou quand même, c'est que quoi qu'il arrive, politiquement, économiquement, sociologiquement, culturellement, ça profite jamais à Bayrou. C'est vrai. Hein? Toi, lui, le mec, t'imagines un jour les grandes surfaces qui s'effondrent, lui, c'est le seul épicier du coin, ben il serait quand même capable de faire faillite. Hein? Lui c'est Mister Diagnostic. C'est depuis 20 ans, il fait le même, mais dès que tu lui demandes, et ton remède, c'est quoi? Alors là, il répond, alors, imitation Bayrou. Alors, c'est pas encore au point, mais c'est quand même pas mal. Madame Chazal, permettez-moi peut-être qu'il faut commencer à réfléchir à une manière que nous tous, nous puissions mettre en œuvre les réformes qui s'imposent. À nous tous. Oui, d'accord, mais les cas, monsieur Bayrou. Laissez-moi juste finir. Comment dire? Je cherche le mot. C'est important. Non, mais d'accord, mais concrètement. Madame, je crois qu'il s'agit là de sujets trop vitaux pour nos concitoyens qui ont du mal. Ouais, mais bon, monsieur Bayrou, là, vraiment, si on pouvait... Parce que j'ai un sujet, là, sur les handicapés. Enfin, si vous pouviez... Je disais que c'est des sujets trop vitaux pour que nous tous, qu'on puisse les résoudre sur un plateau de télévision devant tous. Hein? Bayrou, quoi. Bayrou, voilà. C'est ça. Alors, il y a d'autres gens qui souffrent, comme j'ai eu en ligne là, Dominique Strauss-Kahn. Ah, ouais. C'est un ami. Moi, tout ce que je sais sur les femmes, c'est lui qui m'a appris. Sans lui, je serais jamais devenu ce gentleman de la brousse, tu vois. Jamais. Mais ce qui est terrible avec Dominique, maintenant, il me dit, à chaque fois qu'on le voit plus comme avant. On le voit. Avant, quand tu le voyais, bon, t'imaginais un professeur, un cerveau avec des courbes de croissance, de déficit. Là, tu le vois direct. Hein, t'imagines un lapin Duracell en train de sodomiser une poupée Barbie. Hein, c'est... Et c'est à vie, hein. C'est à vie. Dès que tu le crois, c'est mort. Hein. Et évidemment, moi, comme tout le microcosme, moi, je ne savais pas, je me doutais de rien. Tu sais, quand il m'appelait pour raconter ses exploits, moi, je dis, ouais, c'est du mytho. Une fois, il m'a dit, tu vois, l'autre jour, là, la meuf, je l'ai attrapée, direct, je l'ai suspendue par les mains à une poutre, j'attrape le pot de moutarde, je lui badigeonne la turbine à chocolat, j'attache un fer à souder au bout de mon gland et rouler jeunesse, quoi. Et il me dit, la fille, elle était tellement excitée qu'on a dû enfiler des bottes pour rejoindre le hall d'entrée. Moi, je dis, ouais, mais arrête, Dominique, je suis gêné. Tu vois, je me disais, c'est un mytho. Tu sais, des fois, il me racontait qu'il attachait des chiffons antistatiques
sur les tétons de ses copines et qui se masturbait en les regardant épousseter le sol de son appart de 600 mètres carrés. Alors non, j'exagère, c'était 450 lois Carrez, parce qu'il y avait de la, mezzanine. Et moi, je sentais qu'il a une voix qui avait changé au téléphone. C'était pas le même. Hein. Ouais. Moi, ces derniers temps, il y a un truc qui chagrinait. Là, il m'a appelé hier, il m'a dit hier, j'ai vu une fille, je crois que je vais pas bien. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Tu vois, je vois une meuf, bon, comme d'hab, elle vient chez moi, bon, je l'attache, je mets une cagoule, puis après le classique, quoi, fellation, cunilingus, 69, missionnaire, levrette, sodomie, éjaculation faciale. Il me dit, à la fin, la fille, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais Dominique, je suis gêné de te demander ça, mais elle est passée où, ta libido? Moi, j'espère qu'il va revenir dans la vie publique. Hein. Oui. Parce qu'il manque. Moi, ce grand monsieur, il nous manque. Hein. Moi, en tout cas, moi, il me manque, c'est un mec, là. Je voulais dire que... Divers. Ah. Ouais, parce qu'il y a quand même une petite anecdote comme ça qui a glissé sous les yeux innocents de Gaspard Proust. Un détenu a été libéré à cause d'une mauvaise communication dans son service et un autre a été libéré à cause d'un manque d'encre dans le fax. Ouais. En fait, en France, les seuls mecs qui font leur peine de prison en entier, c'est ceux dont la porte de la cellule est victime d'un problème de serrurerie. Alors, est pas belle la vie? On passe maintenant à notre carrière du samedi 20h. Lolita, vous êtes née le 23 avril 1987 à Montpellier, père médecin, mère secrétaire médicale. Au départ, pendant votre scolarité, vous êtes une petite fille sage, bien élevée, danse classique, patinage artistique, aussi douée en sciences qu'en lettres, bref, un esprit sain dans un corps sain. Et puis, au lycée, l'ambiance commence à changer un peu autour de vous. Les filles veulent toutes ressembler à Kate Moss, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Vers mes 16 ans, je l'ai senti. Pour les hommes, Pete Doherty. Pour les filles, Kate Moss. Voilà. Mais bon, quand vous arrivez en terminale, vous n'avez jamais fumé et vous ne buvez pas. Après votre bac S, vous choisissez une classe préparatoire en cinéma. Vous voulez intégrer l'école Louis Lumière à Paris. Et c'est là que votre vie va basculer. Un jour, vous n'avez pas encore 19 ans, vous prenez un verre avec vos copines, un mec dit « je vais faire des courses », et il revient avec un petit bloc de cocaïne, il commence à le briser avec sa carte de crédit, il fait des lignes, et quand votre tour arrive, en fait, l'idée de refuser ne vous vient même pas à l'esprit, quoi. Résultat, vous dites « toutes mes appréhensions s'éclipsent pour laisser place au doux et à l'agréable ». Ouais, c'était assez fantastique. C'est vrai que la première fois, c'est pas mauvais. Non. C'est après que c'est dur. Complètement. Après votre classe préparatoire, vous obtenez un stage dans une agence de pub à Paris. Vous quittez la province, vous montez à Paris. Et là, vous avez ce rêve qu'on a tous eu à une époque. J'espère devenir chic, comme ces femmes qui flânent, naturelles, juchées sur 10 cm de talons. Et puis, j'étais une petite jeune, et c'est vrai que j'avais cette représentation toute faite. J'avais vraiment envie d'appartenir à la grande classe, de devenir une grande, des rêves de jeunes filles. Quoi. Au début, vous vous ennuyez terriblement à Paris, jusqu'au jour où vous parvenez à vous faire inviter dans une soirée aux Invalides. Alors, l'appartement est top. Et là, vous dites, chaque fille semble sortir d'un magazine. Vous finissez par vous retrouver dans une chambre à l'abri des convives, avec un mec, donc miroir... sachet blanc, vos yeux s'illuminent. Le mec vous fait des lignes de coke. Et là, vous vous embrassez et vous écrivez « J'ai envie de l'épouser, je veux qu'il m'embrasse toute ma vie ». Oui, en fait, la cocaïne donne des illusions. Et on a l'impression d'être beau et on a l'impression que la personne en face de soi est belle aussi. Alors que, sincèrement, peut-être que c'était une personne tout à fait ordinaire. Enfin, je me souviens... Alors, vous quittez la pub pour l'événementiel, et là, c'est encore pire, parce qu'effectivement, vernissage, dîner, soirée... La cocaïne s'intègre parfaitement à cette nouvelle vie. Et vous racontez qu'à l'agence où vous travaillez, en fin de journée, avant de sortir, tout le monde tape des lignes de coke sur le bureau, quoi. Je pense qu'une bouteille de whisky aurait été plus inappropriée. Et un soir, dans un bar du 3e arrondissement, vous rencontrez celui que vous appellerez bientôt l'homme de ma vie. Il a 30 ans, il roule à moto, une bonne ville. Il vit dans un grand loft. Et comme vous, il travaille dans le monde de la nuit. Et là, la vie
qui commence est rythmé par la poudre avec lui. La cocaïne est présente tout le temps, le soir surtout, et puis après le lendemain pour pallier à la fatigue, quoi, pour tenir encore plus. Oui, en fait, il achète, il revend la moitié de ce qu'il a acheté, ce qui paye sa consommation. Donc la cocaïne n'est pas un problème d'argent, en fait. C'est là et ça nous accompagne comme la cigarette. Le soir où vous lui annoncez que vous êtes enceinte et que vous pensez vous faire avorter, vous n'arrivez pas à en parler, en fait. C'est-à-dire que vous évitez le sujet toute la nuit en buvant de la vodka et en sniffant des lignes de coke. Ouais. On était perdus déjà. Hein. La cocaïne nous perd, en fait, et nous perd notre façon de raisonner et notre façon de... Donc, ouais, on a préféré taper de la coke et boire des shots de vodka au lieu de un peu discuter de ça. Alors, vous faites avorter, mais après, tout recommence comme avant. Ouais. Votre relation avec lui, c'est ça. Et on sait que quand, dans un couple, on est tous les deux dans la même drogue, c'est impossible de s'en sortir. On va vers le fond à deux, quoi. Bien sûr. Alors, après 1 an de relation, c'est la séparation. Vous êtes dévasté pendant des semaines, jusqu'au jour où vous décidez de reprendre le fil de votre vie. Et le fil de votre vie, c'est les sorties, l'alcool et la coke. Rien ne vous sert de leçon. Non, on essaye d'oublier en tapant. On oublie la culpabilité, tout ça. Alors, évidemment, vous avez des problèmes d'argent. Ouais. Vous posez nu pour un vinyle et vous dites « La cocaïne me rend indifférente à ma pudeur ». On est mené par la poudre, en fait. Et c'est vrai qu'on n'a plus aucune pudeur et qu'on devient... voilà. Alors là, dans un moment de lucidité, vous décidez de quitter Paris pour aller vous reposer dans le sud chez vos parents. Évidemment, ils ont du mal à reconnaître la petite fille sage qui les a quittés quelque temps auparavant. Vous avez des sautes d'humeur... vous criez, enfin vous êtes assez insupportable quand même. Oui, insupportable. Hein? Mais bon, une fois que vous êtes retourné dans le Midi chez vos parents, quelques semaines plus tard, vous avez à nouveau le téléphone d'un dealer régulier. Et quand vous rejoignez votre chambre d'enfant au petit matin, vous avez la tête à l'envers. Alors, votre physique se dégrade en fait. Vos dents sont striées de noir, vos ongles sont cassants, vous êtes ultra maigre. Vous descendez à 46 kilos quand même. Vous avez l'impression d'être une de ces mannequins qu'on voit dans les magazines. Oui, et un peu artiste aussi, un peu énervé tout le temps. Avec des lunettes noires. Voilà. C'est ça. Alors, il faut dire, vous envoyez quand même tout ce qui passe. Hein. Les pilules, les cachets, la cortisone. Jusqu'au jour où vous faites une overdose de kétamine. Là, vous vous réveillez quand même 20 heures plus tard en vomissant de la bile. Vous avez vu la mort, là? J'ai vu la mort, oui. C'était, je pensais prendre de la cocaïne, en fait, c'était la kéta. Et j'ai vraiment vécu l'au-delà. Mais attendez, vos parents, quand même. Votre père, il est tout bib. Votre mère, elle est assistante médicale. Ils voient rien. Non. On pense simplement que c'est ma nature, que c'est ma façon d'être. Ouais. On va pas penser que je me drogue. Il n'y a que les autres qui font ça. Alors, vous remontez à Paris. Vous replongez dans la coke. Puis ça me fait un bien fou. Le flash m'électrise la tête. Ouais. Oui, parce qu'il faut dire aux gens, quand même, on parle toujours de l'addiction à l'héroïne, qui est gravissime. Mais la cocaïne, il y a une dépendance psychologique qui est très forte aussi. Il ne faut pas croire que la cocaïne, c'est une drogue uniquement récréative. C'est quelque chose de très dangereux. Et quand on lit votre livre, on le voit. Je vais vous le dire quand même aux gens qui nous regardent. Alors là, la dépendance psychologique devient terrible. Vous en prenez dans les taxis, sur la petite tablette à l'arrière, ou à l'hôtel avec des amendes d'un soir. Oui. Vous êtes assez légère quand même. À ce moment-là, ouais. On se rend pas compte, quoi. Il y avait tellement de soirées, tellement de nuits, de jours, où on voit plus vraiment les différences entre les heures et on ne voit plus les amendes non plus qu'il y a dans le lit. Jusqu'au jour où vous devenez aveugle. Là, vous avez une espèce d'alu effrayante. Vous vous dites, là, ça devient grave quand même. À un moment, vous avez peur, là. Ouais, ça m'est arrivé 2 fois, même. Ouais. Je commençais à réaliser que la cocaïne avait quand même un danger. Ouais. Voilà. Hein, ouais, fallait, vous commencez à avoir peur. De toute façon, ouais. c'est la seule façon d'arrêter, c'est quand on a peur. Ça. Vous allez sur Google et vous tapez « aide pour arrêter la cocaïne ». Bon. Mais le week-end suivant, vous craquez. Alors là, c'est terrible. Pourquoi s'infliger une telle douleur? Après tout, je me fais du mal pour rien, je pourrais ralentir et en prendre de temps en temps. En fait, vous replongez pendant 1 an. Ensuite, il vous faudra 6 mois pour être vraiment sevré. Ouais. Vous tenez bon quand même. Oui. C'est là que vous ouvrez votre blog qui s'appelle Moi Juliette F. Vous recevez des milliers de mails de gens qui vous demandent des conseils. Ouais.
comment je peux arrêter, comment je peux me sortir de cet enfer, parce que c'est un enfer, il faut le dire aux gens. Ça fera 2 ans en juin que vous avez arrêté. C'est ça. Vous y pensez des fois? Oui. Ça me revient, mais il suffit de penser à ce trou noir hein, de descente. Ouais. Les jours perdus, tout ça, pour ne pas la prendre, la trace. Est-ce que de temps en temps, vous tapez une ligne ou pas? Pas du tout. Bravo. Voilà, le livre s'appelle « C'est la face noire de la blanche ». C'est publié chez Robert Laffont. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Jean-Mi, Absatou, Si, Philippe Torreton, Nicolas B, Thomas Guénolé, Lolita Sen. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Coupé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.